Salut et bienvenue dans Icône, votre podcast qui vous rapproche des personnalités qui ont tous un point en commun. Ce sont des hommes et des femmes d'impact qui dictent notre présent et notre avenir. Notre invité d'aujourd'hui n'est plus à présenter dans le domaine de la ressource humaine. Il est passé notamment par des compagnies de téléphonie, par la banque et aujourd'hui est responsable des ressources humaines et de la communication d'une ONG de la place. Monsieur Sylvain Da, merci d'être avec nous aujourd'hui et bonjour. Merci Armand, bonjour. Alors, nous allons démarrer sur les chapeaux de roue. Monsieur Da, votre parcours en inspire plus d'un. Faire tout ce que vous avez fait en si peu de temps, ça demande très certainement de la discipline. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours. Quelles sont les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé pour parvenir jusque-là? Je vois qu'il y a beaucoup d'honneur pour moi et c'est un point qui semble mettre même la pression parce qu'on me dit un parcours inspirant. Je dirais que déjà c'est une grâce de Dieu et c'est le fruit d'un processus. Et parlant de fruit d'un processus, il y a un départ et moi je suis un profil hybride, hybride par ma formation, je suis juriste. Je suis aussi gestionnaire des ressources humaines. Ah bon? Donc, juriste, voilà, j'ai un master, une maîtrise en droit des affaires, un master de recherche en droit, et puis aussi, voilà, gestion des ressources humaines. Donc, le parcours, je ne sais pas si j'en parle maintenant, mais pour ce qui concerne le parcours, je pense que le premier volet du parcours, c'est déjà la passion du droit, donc dispenser des cours de droit dans les instituts supérieurs, à l'École nationale d'administration de magistrature pour se faire des armes de juriste. Et c'est là que vous verrez que la passion du droit m'emmène aussi à faire naître en moi ou à découvrir en moi la passion des ressources humaines. C'est ça. Voilà. Mais dites-nous, qu'est-ce qui amène un juriste de formation à opter pour les ressources humaines? Parce que le parcours classique, c'est faculté de droit, d'aucuns rêvent d'être avocat, magistrat, juriste. Qu'est-ce qui vous a passionné dans les ressources humaines? Quel est l'élément qui a déclenché ce revirement ou plutôt cette option de spécialisation-là? Armand, vous parlez et puis je souris parce qu'effectivement, je voulais devenir magistrat et même je ne jurais que par les concours de droit et concours de magistrature. Je suis même allé à l'oral de la magistrature, faire le concours de plaidoirie dans les universités, remporter même des prix. Mais je crois qu'à un moment, il y a ce à quoi on aspire et puis dans le cheminement, il y a un déclic. Le déclic naît dans les cours de droit que je dispense, notamment le droit du travail. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de droit du travail, on fait allusion au contrat, la conclusion. Et moi qui donnais ce cours à l'ENAM, je me rends compte dans les exercices, les travaux pratiques, que quand il y a un conflit de contrat avec les employés, dans les entreprises, ce sont les RH qui les gèrent. Après, je me dis, un RH qui a un profil juridique et un profil combiné RH, ça peut être intéressant. Et un RH qui s'occupe de l'humain, ça peut être beau parce que c'était un moment aussi de ma vie où je voulais donner, en fait, la magistrature, je faisais béton. Donc, je me disais, attention, est-ce que aussi peut-être ta passion de l'humain, parce que moi, je suis passionné du partage. Wow. Et si tu donnes les cours avec passion, et puis toi, tu cherches à te caser, je vois que RH, et en côtoyant aussi des aînés, je vois que je suis conforté dans les réponses qu'on me donne sur les ressources humaines. C'est là que je fais le master. Je vais même faire un stage. Je laisse même mes cours. Je quitte même un emploi où j'étais directeur des études du premier cycle pour me consacrer à un stage professionnel dans la compagnie de téléphonie mobile qui, après, me donne le premier contrat. Ça demande un sacré courage. Oui. D'abandonner une situation plus ou moins stable et de prendre ce risque-là. Et oui, un courage et c'est un risque qui demande aussi de l'audace. Mais après, disons-nous la vérité, à cette époque,
je donne des cours, mais je ne suis pas en situation contractuelle stable. Donc, je donne les cours quand tu as des modules de volume horaire. Mais de l'autre côté, je suis directeur des études dans un centre de formation en ligne où nous savons, voilà, c'est des gros titres, mais situation contractuelle et derrière, voilà, d'après quelqu'un, il n'y a pas l'argent dedans. Donc, à un moment, il fallait aussi, au-delà de vouloir avoir une situation stable, ton plan de carrière, ce qui te passionne le plus, tu essaies de tendre vers. Et grâce aux conseils, aux écoutes, et puis voilà beaucoup de choses, on s'est dit vas-y, mais il faut préparer quand même quelque chose. Parce que pendant ce break, il faut payer peut-être un loyer, il faut faire autre chose. Donc on l'a préparé plus ou moins. Mais avouons, ce ne fut pas évident. Donc c'est une passion qui est venue au fur et à mesure, au fil du temps. Vous l'avez développé, vous avez fait l'option de sauter les 2 pieds dedans. Oui, sauter les 2 pieds dedans. C'est vraiment un geste courageux. Alors, votre ascension plutôt dans le domaine a été remarquable. Nous voyons que vous avez eu un parcours relativement fulgurant. Donc, nous voulons savoir quelles sont les étapes clés de votre carrière qui vous ont mené jusque-là. Ok. Quelles sont les opportunités successives que vous avez saisies et qui vous ont mené jusqu'à la place où vous êtes aujourd'hui avec tout le background que cela demande? Et les étapes clés, les opportunités, je dirais que déjà, l'une des opportunités, l'un des éléments auxquels je vais rendre hommage, je crois que c'est ce parcours de juriste d'abord. Ce parcours de juriste qui me permet d'avoir quand même un regard un peu large, de toucher plus ou moins à beaucoup de choses, parce que je vais en cabinet en temps où je suis juriste. Ça peut sembler un peu ambigu, mais en fait, il y a eu un moment où j'étais juriste de cabinet. Donc, de là, ça me solidifie à travers les avis juridiques, à travers les consultations que le cabinet avait. Et ça maturise ma perception des choses. Et je crois que moi aussi, ma discipline, ma passion, me donne l'opportunité après, parce que entre le temps du stage dans la téléphonie mobile et l'obtention du contrat dans la téléphonie mobile, ce laps de temps-là, je suis parti en tant que juriste en cabinet. Wow. Donc, c'est du cabinet que la téléphonie mobile me débauche. Donc, c'est-à-dire 1 an après. Donc, en téléphonie mobile, je crois que c'était le moment de mon ascension. J'arrive, les preuves que j'ai faites en stage, j'arrive, je fais mes preuves aussi en tant qu'un jeune passionné et qui est partout dans les couloirs de la maison et qui est associé à divers projets. Et ça fait que de là, je suis débauché pour rejoindre la banque. Wow. Donc en banque, j'occupe des positions clés, chargé de recrutement, responsable du service formation, responsable du service développement du capital humain, on va dire responsable gestion des carrières et même le backup du DRH. Wow. Et là-bas, je passe 6 ans, 8 mois, pour ne pas dire 7 ans, au sein de cette banque. Et c'est de là que, voilà, je suis aujourd'hui dans l'ONG. Et tout ça à la seule force de votre travail? Oui, on va dire, et de la grâce aussi de Dieu. Mesdames et messieurs, ça force l'admiration, bien évidemment. Et nous allons poursuivre et dérouler. Nous allons passer à la seconde partie de cet entretien, Monsieur Da. Le rôle stratégique de la ressource humaine dans l'entreprise. C'est un département fondamental, nous le savons tous. Mais aujourd'hui, les RH ne se limitent plus tout simplement à de la gestion. Ils vont beaucoup plus loin. Alors, nous aimerions savoir quel est le rôle que joue la gestion des ressources humaines dans la performance même d'une entreprise. Ok. Moi, je vais déjà répondre par imager cela avec un acronyme. Il y a un des mentors d'RH qui aime à dire que la fonction RH, c'est une fonction ardent. Qui dit ardent, c'est pas le buisson ardent. Ardent, A-R-D-A-N. A pour dire que c'est une fonction qui mène une activité d'acquisition. Nous faisons de l'acquisition de richesses humaines, on va dire de ressources humaines, mais on parle plus de richesses humaines au profit de l'entreprise. On ne se limite pas là. Quand on recrute quelqu'un,
on veille à ce que la personne recrutée ait envie de rester. Donc, on travaille à créer de la rétention. Après, pour renforcer cette rétention, on travaille à créer ce qu'on appelle du développement. Quelqu'un qu'on a recruté, il faut travailler à son développement. À son développement, attention, il est développé à travers des formations, à travers beaucoup d'actions. Mais pour ne pas qu'il s'ennuie aussi, il faut créer des activités d'animation, les team building, des éléments qu'on appelle de cohésion. Donc, on dit que c'est une fonction d'animation. Mais attention, comme la langue est là-dedans, il y a des couacs par moment. Donc, il y a des moments où ce n'est pas forcément évident. Il y a des revendications. Il y a d'autres sujets. La RH joue un rôle clé dans la négociation avec les instances représentatives du personnel. Donc, en tout coup, c'est dit que c'est une fonction ardente qui joue un rôle clé au sein de l'entreprise pour permettre à l'employeur de voir son chiffre d'affaires impacté en permettant à ceux qui impactent le chiffre d'affaires de vivre en fait ce qu'on appelle une expérience employée inédite, se sentir chez eux, épanoui. Parce que, et là, ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes naturellement. En effet. Vous avez même anticipé la seconde question, celle qui suivait. C'était en fait, vous avez parlé de rétention. Comment est-ce qu'un chef d'entreprise peut arriver à fidéliser et à retenir ses collaborateurs au-delà des activités d'animation? Quelle politique salariale, managériale, quels sont les atouts, ou plutôt ce que vous pourriez conseiller en termes de stratégie pour fidéliser et retenir des collaborateurs aujourd'hui? Écoutons, c'est des éléments, on va citer, au regard de ce qu'on constate. Pourquoi les gens partent? Pourquoi les gens ne veulent pas rester? Parfois, c'est le sentiment d'appartenance. Je ne me retrouve pas dans les valeurs de l'entreprise. Parfois, c'est des leviers qui ne sont pas activés, notamment le salaire. Au-delà même du salaire, entre parenthèses, où les gens pensent que c'est le premier élément de motivation, quand on prend Maslow, on va voir la pyramide des besoins. Attendez, mais ça, c'est très intéressant. Donc, vous me dites, en clair, en 2025, la première source de motivation d'un employé, ce n'est pas le salaire. Non, ce n'est pas le salaire. Il faut taper sur Google partout, vous verrez. Et Maslow l'a toujours démontré, contrairement à ce que certains employeurs pensent, et mieux ce que beaucoup de jeunes pensent, qui vont même débattre. Moi, à un moment de mon parcours, j'ai juré par tous les poids que c'est le salaire. Mais attention, le salaire, c'est un besoin primaire. Les besoins primaires, là, font que je veux d'abord mon premier job pour cela. Mais dans du long terme, je vais me rendre compte que plus j'ai un salaire, vous pouvez me dire, au regard de votre expérience aussi professionnelle, qu'à un moment, le salaire seul ne vous suffit pas. Vous avez le meilleur salaire du monde, mais vous n'êtes pas épanoui. Vous venez en entreprise, vous avez de l'ulcère parce que vous avez peur de rencontrer votre manager. Vous avez votre salaire, vous êtes payé à des millions. Vous ne vous sentez pas respecté. Vous n'êtes pas dans votre dignité. Le salaire ne peut pas vous payer la dignité. Le salaire ne peut pas vous payer le sentiment de reconnaissance. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut activer d'autres leviers. En plus du salaire, activer des leviers de reconnaissance. La reconnaissance, célébrer le mérite de quelqu'un à travers peut-être des certificats, en formation, des promotions. Parce qu'il y a des employés qui demandent à croître dans leur parcours. Maintenant, bien sûr, il y a les incidences peut-être salariaux, mais qui ne sont pas forcément les éléments clés, mais c'est la position. Il y a d'autres qui veulent être autonomes, réaménager leur volume horaire. Il y a beaucoup d'éléments que l'employeur peut mettre en place, qu'on va résumer, on va appeler ça activer des leviers de motivation. Quelqu'un qui est motivé, il va rester. Mais attention, comprendre aussi que ce n'est pas aussi mauvais quand quelqu'un ne reste pas. Parfois, il faut encourager certains départs. C'est pourquoi à certains niveaux, on encourage parfois des départs pour pouvoir garder de bonnes relations. Celui qui part devient parfois notre ambassadeur. C'est ça. Et c'est très intéressant ce que vous dites là, parce que ce qu'on constate, c'est que quelquefois, le salarié qui part devient l'ennemi de l'institution. Il est diabolisé, c'est un traître. Et il n'est plus en odeur de sainteté. Donc, c'est important. Vous nous faites comprendre
que le salarié partant peut devenir l'ambassadeur de l'institution à laquelle il appartenait jadis. Oui. Pour peu qu'il ait gardé de bonnes relations et une bonne expérience. Oui. C'était important à noter. Et concernant toujours le salarié, on vient de parler de comment fidéliser le salarié. Mais avant de le fidéliser, naturellement, il faut d'abord l'embaucher, le recruter. Et ce qui précipite une question. OK. On dit souvent que un mauvais recrutement est l'un des pires investissements qu'une entreprise puisse faire. Et c'est là, je voulais vous poser la question. Comment faire pour éviter de tomber dans cet écueil-là? Comment faire pour éviter En de tant que tomber recruteur, vous, dans cet écueil? Déjà, il faut faire un recrutement, je vais dire professionnel. Quand je dis professionnel, confier aux professionnels du recrutement la fonction, l'activité de recrutement. Et que le recruteur qui recrute ne recrute pas un CV. On ne recrute pas un CV. On recrute un humain qui est dans ou derrière le CV. Ça veut dire quoi concrètement? Pour ne pas faire des erreurs, c'est... Après l'erreur, attention, on ne peut pas éviter une erreur à 100%. Mais minimiser les risques d'erreur, c'est de se rassurer qu'au-delà des hard skills, les compétences techniques qu'on recherche là, est-ce que celui qu'on recrute là rentre dans les valeurs de l'entreprise? Quelles sont ses qualités humaines? Quelles sont ses compétences comportementales? C'est-à-dire son savoir-être. Est-ce qu'il a des valeurs qu'on peut prendre pour faciliter son insertion? Est-ce qu'il a des valeurs sur lesquelles, face à des difficultés, on pourra quand même, comment on appelle ça, jauger pour pouvoir? Est-ce que aussi, comment on appelle ça, les motivations qui l'emmènent à rejoindre l'entreprise demeurent que des motivations, on va dire, uniquement salariales? Comment le savoir? Il y a certains outils qu'on met dedans, peut-être qu'on en parlera après. Au-delà de l'expertise RH qui nous permet d'apprécier le comportement du candidat, on parle de la psychométrie, c'est-à-dire que le profil, les tendances du candidat par rapport au poste. Maintenant, il y a aussi les outils qu'on met en place pour étudier la personnalité du candidat. C'est des outils que des experts certifiés arrivent parfois, avec leur expérience, à déchiffrer pour se rassurer ou minimiser. Maintenant, pour finir de façon classique, il faut que dans le panel de recrutement, il y ait non seulement un expert métier. L'expert métier, si on recrute un informaticien, dans le panel, il faut un informaticien. C'est ça. Si on vient charger de crédit, dans le panel, il faut qu'un spécialiste de crédit, mais la RH demeure. Ce mélange de panels-là, en mettant au cœur l'expérience candidat, c'est-à-dire l'humain, on peut trouver quelqu'un qui, au-delà de sa technique, a des valeurs humaines. Quelqu'un qui a des valeurs humaines, on peut lui donner la technique. Mais quelqu'un qui n'a pas de valeurs humaines, qui n'est que technicien, ces valeurs humaines qui lui manquent, ce n'est pas pendant qu'il est dans l'entreprise qu'on va lui donner ça. Donc, c'est ce que je peux dire. Miser surtout sur l'humain, en gardant en ligne de mire un minimum de technicité, savoir est-ce qu'on peut le former davantage. Et pour finir, dans les contrats, on met parfois les périodes d'essai. C'est quand même pour apprécier le temps. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Et puis, est-ce qu'on confirme le contrat? Est-ce qu'on ne confirme pas? Donc, c'est ce que je peux partager, tout en étant conscient qu'il n'y a pas de formule zéro risque. Voilà. C'est ça. Mais vous entendre, on croirait comprendre qu'un simple entretien d'embauche ne suffit pas. Il faudrait plus que ça pour étudier suffisamment le comportement ou les valeurs humaines dont sont imprégnés le salarié qu'on entend embaucher. Qu'est-ce que vous suggérez en la matière? Il y a des techniques telles que les contrats de travail avec période d'essai, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de cette technique-là? C'est pas mauvais. Hein. Et même mieux, moi je dis, même un employé, même souvent, c'est intéressant qu'à une période d'essai, parfois. Il faut changer l'état d'esprit qu'on a. Et je le disais à un employeur que, voilà, tu n'es pas en train de m'essayer. Mais on est en train de s'essayer. Donc, il ne faut pas que la force donne l'impression que c'est comme un chantage. Parce que malheureusement, l'expérience a montré que les clauses de période d'essai sont parfois des clauses de chantage chez certains. C'est ça. Tout est une question de communication, comment on l'adresse. Sinon, la clause n'est pas mauvaise en elle-même. C'est comment on s'en sert. Sinon, un employé qui comprend que la période d'essai, c'est pour qu'on se comprenne, pour qu'on se sert, ça peut diminuer les stéréotypes. Donc, pour moi, ça ne me dérange pas.
Mais à un certain niveau de seniorité, quand tu recrutes certains experts qui sont peut-être débauchés, qui ont un certain bagage, on comprend parfois que ce qu'ils laissent, c'est un élément clé qu'ils laissent dans leur contrat pour venir chez vous. Donc parfois la clause d'essai, on peut essayer de voir pour ne pas forcément la mettre. Parce qu'on se dit que si vous le recrutez, quelque part une présomption de ce qu'il est suffisamment compétent. D'accord. Alors, la troisième question me tient particulièrement à cœur. Le marché de l'emploi évolue à l'instar de tous les pans de la vie. Aujourd'hui, notamment, il est impacté par l'intelligence artificielle, la digitalisation de façon générale. Mais l'intelligence artificielle, bon, je ne vous apprends rien. On peut en citer à la bagatelle ChatGPT, DeepSeek, Claude. Nombreuses sont les intelligences artificielles dont on dispose aujourd'hui. Quels sont les plus grands défis auxquels sont confrontés les ressources humaines, ou en tout cas les gestionnaires de ressources humaines aujourd'hui, par rapport à cet outil-là? Et ça va nous amener aussi à poser la question, est-ce que véritablement en 2025, est-ce que ça sert à quelque chose, une lettre de motivation par exemple? Quand on sait qu'il y a des IA qui rédigent des lettres de motivation, est-ce que vous lisez les lettres de motivation en 2025, Monsieur Da? Cher Armand, je ris pas pour rire, mais je ris parce que c'est des sujets qui sont débattus ça et là, entre experts, entre acteurs, entre même, voilà. Sur le premier point, ce qu'il faut dire, l'intelligence artificielle. Moi, je vais de quelque chose. C'est pas les enjeux, les questions qu'on pose. Il n'y a rien de surprenant sur les questions. Rappelons-nous, quand on parlait à l'époque de la digitalisation, dans les années 2018, bien avant, quand certaines entreprises rentraient dans la digitalisation, il y a eu aussi les débats. La fonction RH. Il y a des métiers qui vont disparaître. La digitalisation va faire fuir certains métiers. Il y a des gens qui vont plus faire, c'est des robots qui vont travailler à notre place. Il y avait cette inquiétude. Je vais dans moi, je fais comme ça pour qu'on se comprenne. Quand on a mis encore dans la digitalisation des outils qui recrutent à la place des RH, les gens disent qu'il y a des fonctions RH qui vont disparaître. On vient encore, en ces dernières années, on parle de l'intelligence artificielle. C'est les mêmes enjeux, c'est les mêmes problématiques. À la fin de la journée, regardons. L'évolution, c'est quelque chose de normal qu'il faut conjuguer avec. Les enjeux, ça vient questionner notre façon de faire. Quel profit on tire pour optimiser ce qu'on fait. Mais ça ne vient pas dire que ça va remplacer ce qu'on fait. Il y a des tâches répétitives. Il y a des façons de faire qui sont chronophages. L'intelligence artificielle, à travers ce que vous avez cité, peut permettre d'optimiser. Mais ça ne peut pas remplacer totalement certains emplois. C'est ce que je peux dire pour résumer. Maintenant, la RH doit jouer un rôle clé dans l'intégration ou dans l'étude de la nécessité de l'intégrer ou pas, en montrant aux décideurs, surtout les différents directeurs des départements, qui peut-être parfois un directeur informatique peut être pressé de vouloir l'implémenter. RH joue un rôle dans l'équipe projet pour dire attention, ici, là. Un danger. Voilà. Il y a un qui l'a dit quand on parlait de l'informatique, la digitalisation, où on dit d'aller au guichet pour prendre son argent. Il dit non, lui, il préfère quand c'est quelqu'un qui lui remet l'argent. C'est ça. Pourtant, aller au guichet, ça te permet d'éviter les longues files d'attente. C'est ça. Mais il préfère venir dans le guichet. Parce que quand c'est une conseillère qui lui donne de l'argent ou un caissier avec un sourire humain, le DAB ne sourit pas. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut relativiser. Il ne faut pas qu'on s'alarme. Depuis longtemps, on parle de ces sujets de digitalisation. IA, c'est un autre niveau. Mais je crois que c'est les mêmes réponses qu'on va trouver. S'adapter. 7, on va optimiser certaines fonctions. Parlant d'optimiser, l'aide des motivations. Moi, mais je vais vous surprendre. C'est pas en 2025, on va parler de est-ce que la lettre de motivation est toujours utile ou pas. Depuis 2016, regardez, c'est un débat qui est posé. En France, il y a des grands auteurs qui l'ont même écrit. Il y a une, c'est Amélie Desfates, je ne sais plus comment prononcer son nom. Elle a dit la lettre de motivation est morte. Quand elle a écrit la lettre de motivation est morte, ça a choqué plus d'un. Et moi, en 2019,
dans mes écrits sur les réseaux sociaux, j'ai repris en faisant une analyse là-dessus. Pour montrer que de ma petite expérience professionnelle, plus de 12 années dans ce que je fais, j'avoue honnêtement, sur les 8 années, je n'ai jamais vu dans les entreprises dans lesquelles je suis passé, lors d'un recrutement avec mes managers, où on a lu de l'aide des motivations. Wow. C'est un partage d'expérience que je fais. Là où j'ai travaillé en banque, on n'intègre plus les lettres de motivation dans les demandes. Aucune demande de recrutement, on demande une lettre de motivation. Pourquoi? Parce que pour nous, notre compréhension, il faut optimiser. Les lettres de motivation, vous l'avez dit, les jeunes vont faire du copier-coller sur du Google. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est encore pire. Voilà. Donc, la motivation d'un jeune peut se mesurer par présomption. Le fait qu'il postule déjà, il y a une présomption de motivation. Le jour de l'entretien, on va apprécier sa motivation. Mais après, je ne suis pas quelqu'un de carré. J'entends bien, je comprends bien que certaines entités soient toujours à l'aide de la lettre de motivation, mais seulement on suggère que si vous demandez, il faut lire réellement. Parce que certaines ne lisent plus. Par contre, il y a d'autres entreprises, les ONG, certaines structures qui lisent réellement les lettres de motivation pour commencer à avoir peut-être le style d'écriture du candidat, même sous réserve de savoir s'il n'est pas passé par un chat. Justement, ou s'il se les fait écrit par quelqu'un. On s'est compris. Voilà, donc on dirait que la lettre de motivation est plus ou moins désuète, sous réserve de concéder le droit à ceux qui l'utilisent toujours de le faire. Même les demandes d'emploi physique. Attention, à quoi ça sert de demander que quelqu'un envoie une lettre de demande physique déposée? Que personne ne lira. Voilà, même, non, que certains ne liront pas. Parce que les demandes, là, j'avoue que c'est un peu relatif. C'est pourquoi il faut utiliser les canaux digitaux, d'où peut-être les chats et l'intelligence artificielle peut aider les RH à renforcer leurs canaux pour pouvoir prendre des candidatures. Je me dis. C'est une transition toute trouvée d'ailleurs, pour me permettre de venir à la question suivante. Parlant de digitalisation, que pensez-vous des outils de traitement automatisé des demandes d'emploi, tels que ATS par exemple? Est-ce que personnellement, vous l'avez implémenté à votre niveau? Ou quel est votre regard là-dessus? Oui, les ATS et moi, quand même, je crois que c'est une belle expérience depuis 2018. Hein. Mais d'abord, expliquez-nous de façon concrète. Les ATS, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? ATS, c'est un acronyme en anglais. D'accord. Je ne sais plus comment on le dit, mais c'est Attracting mais c'est un truc, un logiciel de traitement. D'accord. De traitement des demandes de recrutement. Donc, c'est des algorithmes qui sont là avec des champs qui permettent au RH de traiter en un temps record ou d'avoir en un temps record des demandes qui sont déjà présélectionnées. Avec les ATS, comment ça se passe? Quand je lance un recrutement et que quelqu'un postule via le lien généré par l'ATS, quand la RH reçoit, derrière celui qui est administrateur de l'ATS, les CV sont matchés. C'est-à-dire on donne des scorings. Donc les CV ont déjà des notes, des points. Et les points présument les rangs des personnes. Donc quand la RH vient, quand il va sur l'ATS, il a la possibilité déjà de voir les CV positionnés. Donc ça veut dire l'ATS scanne les CV numériques, puise les informations de chaque candidat et attribue un score sur la base de ces informations-là. Oui, et pourquoi maintenant le score qu'on veut, c'est la RH qui fait le recrutement, qui permet à l'ATS de faire le score. Pourquoi? Je veux une analyse crédit. D'accord. Les mots-clés. Dans l'ATS, il y a ce qu'on appelle les mots-clés. C'est les mots-clés que je mets. D'accord. Que l'ATS va chercher dans le CV de celui qui postule. Ah, d'accord. C'est pourquoi les mots-clés que je mets, je veux un analyste crédit. Je veux qu'il connaisse bien l'analyse financière. Quand je mets analyse financière, dans l'ATS, on me dit, je lui donne combien de points peut-être? Je vais jusqu'à 5. Je veux quelqu'un qui maîtrise les procédures, donc qui a un profil juridique, je donne une certaine note. Donc quand je fais ça, de la façon dont je pèse, je vais peser, et je vais calibrer les informations dans l'ATS là, pour publier le recrutement. C'est de cette façon, ceux qui vont postuler
ça va donner les notes. D'accord. Mais attention, dans les ATS, pourquoi les ATS, c'est bien, mais il faut savoir s'en servir. Parce qu'il y a les CV. Parfois, le gars, il est bon, mais il ne sait pas présenter son CV. Justement, c'est là où je voulais en venir. Parce que là, vous mettez de l'eau dans le moulin de ceux qui pensent qu'il faut confier la création de CV au CV maker, c'est-à-dire aux spécialistes qui savent quels mots-clés placer. Parce qu'on peut tout à fait être compétent, mais être mauvais ou maladroit dans la rédaction de son CV. C'est pourquoi, quand on est compétent, il faut veiller à ne pas être maladroit, d'où écouter les conseils que je vais partager. D'accord. Premier mot. Les ATS, par exemple, ne lisent pas les CV qui sont faits par... qu'ils sautent ou lisent difficilement les CV qui sont faits sous un certain format. D'accord. Avec les ATS, il faut faire un CV en format simple. Simple. Un format simple, je prends l'exemple. Allez sur une page Word, vous faites votre CV en Word. Évitez les images, les logos. Les ATS, c'est des algorithmes. Les algorithmes n'arrivent pas à matcher un CV qui a trop d'images. Ah, d'accord. Est-ce qu'on se comprend? Et il faut taper, c'est très important. C'est pourquoi, quand tu fais un CV simple en Word et tu le convertis en PDF, tu l'envoies, c'est encore plus simple. Maintenant, dans ce CV, ce qu'il faut faire, comme vous l'avez demandé, c'est de mettre ce qu'on appelle des keywords. Je dis quoi? Dans le CV, il y a une rubrique qu'on appelle les compétences, domaine de compétences ou compétences clés. Si vous ne l'avez pas, veillez à ce que dans votre CV, il y ait une rubrique qu'on appelle les compétences clés. Là, quand vous mettez les compétences clés, vous dites analyse financière, droit au HADA, et droit du travail, etc., etc. Lorsque vous postulez via un ATS, l'ATS dans les mots-clés. Maintenant, même le candidat a la possibilité de connaître les mots-clés. Puisqu'avant de postuler, il voit l'offre de recrutement. C'est ça. Dans l'offre de recrutement, on dit conditions de candidature. Oui. On recherche quelqu'un qui a telle compétence, quelle compétence. Reprenez tout coup votre CV. Vous recopiez ce qu'ils ont mis là-bas. Mais recopiez ce que vous avez. Hein. Ne recopiez pas ce que vous n'avez pas. Il faut pas mentir sur le CV. Voilà, donc je ne sais pas si j'arrive à mieux expliquer. Hein. Effectivement. Voilà. Waouh. Là, c'est vraiment très marquant parce que ça veut dire qu'à l'heure où nous sommes, la compétence technique seule ne suffit plus. Il faut aussi savoir se vendre. Et cela passe par savoir comment présenter son CV. Oui. Et je veux aussi avoir votre avis. Vous avez parlé du fonctionnement de ATS. Est-ce que les CV générés par l'intelligence artificielle sont détectables par ce logiciel-là? Je dirais oui, mais limité. Pourquoi? Je sais que d'abord même les CV que les gens génèrent via les liens, les applications, regardez comment ils se présentent. C'est les images, les logos, les couleurs, c'est chic. Mais En tout cas, si c'est pour la beauté, c'est les meilleurs CV, c'est les vrais designs. Mais pour moi, en droit, on dit la forme tient le fond en l'état, c'est pas faux. Mais là, l'ATS va laisser ton affaire de forme tient le fond en l'état. oh là là. Je dis et je conseille. J'avoue que quand je le dis dans les conférences, ça choquait certains jeunes. Le design, même quand tu fais le CV de certains, tu les accompagnes. Il dit, mon CV est trop simple. Il dit, pourquoi tu veux te compliquer la vie, mon frère? Honnêtement, parce que c'est des robots. Les informaticiens peuvent mieux comprendre ce que je dis, les développeurs. Les algorithmes, là. En fait, l'algorithme ne sait pas apprécier l'esthétique. Voilà, l'esthétique. Et surtout, avec les images, si je ne m'abuse, il semble que souvent, ils ont fait telle sorte que ça bloque aussi les éléments publicitaires. C'est pourquoi quand quelqu'un dit, j'ai travaillé dans telle institution, et vous mettez le logo de l'institution, c'est comme un truc à caractère un peu publicitaire. Je pense bien. Mais ce que je sais, et que je ne pense pas, mais que je sais, un CV simple. Et rien qu'avant-hier, sur mon statut, même j'ai publié un expert RH qui l'a dit que les ATS, mais après, l'erreur où nous invitons nos recruteurs, les recruteurs qui se limitent aux ATS perdent parfois des talents. C'est ça. Il faut le dire. C'est pourquoi un recruteur qui utilise un ATS, il peut parfois se permettre de faire ce qu'on appelle une approche à contrario. C'est quoi l'approche à contrario que je lui dis? Il sait que le CV, l'ATS lui a donné les CV probablement présumés être les meilleurs, mais il va les fouiller là où il y a des poissons qui ne sont pas pris dans le filet, hein, mais c'est les poissons les plus doux qui ne sont pas pris. C'est ça. Donc vous voyez un peu comment je jauge un peu. Donc ce serait une erreur de se limiter au score de l'ATS. Honnêtement, parce qu'après tout, c'est des robots. C'est des robots. C'est pourquoi je dis, vous voyez, à chaque étape, le rôle humain est toujours important. En fait, concrètement, il n'y a pas mieux pour juger un humain
qu'un autre humain finalement. Merci. Maintenant, les outils aident Aide. à renforcer. Il faut savoir s'en servir. D'accord. Pour finir sur la rubrique, à combien % ou à quelle fréquence estimez-vous l'utilisation de l'ATS aujourd'hui dans le milieu de la RH? Beaucoup. Quand je dis beaucoup, je prends le fait que moi, de tout mon parcours, depuis les téléphonies mobiles jusqu'à la banque, les recrutements faits, les offres sont envoyées via... Donc c'est bien avant 2025 et la révolution de l'IA. Non. Les ATS, c'est pas aujourd'hui. Hein. Les ATS, c'est pas de l'IA. Ah, bon, je ne peux pas dire que peut-être c'est de l'IA permet de... Mais les ATS existent même avant 2016. Ah, d'accord. Les ATS, si vous tapez, vous verrez, existent depuis. Seulement que nous, depuis la digitalisation, nous sommes rentrés dans l'ATS à la banque en 2018. On a acquis un logiciel qu'on appelle Talenteo. Talenteo qui permet de recruter. Maintenant, la preuve est que, pour montrer que seul l'outil, on va se tromper, les RH qui le font sont formés. Et quand on nous forme même, on nous explique. On vous explique pour dire, attention, c'est l'homme qui fait. C'est comme, attention, même les maisons qu'on construit et les machines, parfois les petits ratés, on laisse la machine, c'est l'homme même qui se lève avec sa main de façon manuelle. Donc c'est pour vous dire que c'est pas 2025, les ATS existent depuis. Par contre, avec IA, peut-être ça va révolutionner la façon de se comporter des ATS. Peut-être, je dis. Je vois. D'accord. C'est un sujet très passionnant. Peut-être que nous aurons l'occasion une prochaine fois d'y revenir. La troisième partie est comment s'outiller pour réussir dans le monde du travail. Et la première question est celle-ci. Nombreux sont les jeunes aujourd'hui en quête d'emploi ou des gens déjà en situation d'emploi, mais qui cherchent de la mobilité professionnelle. Alors, comment faire pour être plus compétitif à l'ère du numérique? Quelles sont les compétences clés à posséder pour être vraiment compétitif sur le marché de l'emploi? Ok. Ce que vous soulevez, c'est la question de comment optimiser ou booster son employabilité. Absolument. Parce que ceux qui cherchent un emploi, ils sont en employabilité. Ceux qui ont déjà un emploi, qui cherchent à en avoir mieux, c'est toujours dans le cadre de l'employabilité. À l'ère du numérique, ce qu'il faut faire, c'est que aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les compétences clés les plus recherchées. Aujourd'hui, déjà, une entreprise qui recrute veut déjà des jeunes qui ont des compétences agiles. Donc, ça, c'est les soft skills. Hein. Quelqu'un qui est agile, quelqu'un qui est résilient, quelqu'un qui a un esprit critique. Quelqu'un qui a un esprit critique, agile, pourquoi? Parce que pour que lorsqu'on veut le former ou quoi, il puisse quand même s'adapter. Lorsqu'il y a de nouveaux outils, parce qu'aujourd'hui dans les entreprises, il y a plusieurs générations. Les anciennes générations, on est obligé de conjuguer avec elles. Donc c'est difficile dans les conduites des changements, dans l'implémentation des outils nouveaux. Il ne faut pas recruter des gens encore qui ne sont pas... plus réfractaires. En fait, réfractaires à juste titre, pas forcément parce qu'elles ne veulent pas. Leur époque... Je vois. Voilà, donc pour le faire apprendre cela, c'est encore plus difficile. Donc, quand tu recrutes d'autres personnes, il ne faut pas aller prendre d'autres personnes qui ne peuvent pas. C'est pourquoi il faut prendre des gens qui sont agiles, des gens qui ont de l'appétence. L'appétence, c'est-à-dire des gens qui ont de l'appétit pour certaines choses que l'entreprise fait. Ces choses-là, c'est quoi? Aujourd'hui, quand on parle de la bureautique, je veux parler de tout ce qui est Word, Excel et tout. Il faut prendre des jeunes qui facilement peuvent gérer des outils avec des fichiers Excel dynamiques. Mais après, c'est des compétences comportementales, je parle de ces compétences-là. Mais aussi des jeunes qui ont de la curiosité. Donc curieux, esprit critique, qui sont agiles, qui ont, comment on appelle ça, qui sont résilients. Et puis qui sont en appétence digitale. Et il y a une dernière compétence que je mets, moi, que je me mets un peu un des ambassadeurs, qui sont assertifs. L'assertivité, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est juste le fait qu'aujourd'hui, en entreprise, dans nos rapports, le fait que je puisse m'exprimer, donner mon point de vue, défendre une opinion, sans pour autant le faire avec agressivité, sans pour autant le faire en empêchant mon interlocuteur de ne pas être d'accord. Je dois le faire, mais je dois avoir le droit de respecter le droit de mon interlocuteur, de ne pas être d'accord avec mon point de vue, sans que ce désaccord crée un incident
un conflit d'émotions. Je vois. Donc, en résumé, l'assertivité, c'est la capacité de pouvoir se challenger, s'écouter, respecter chacun ses limites, sans empiéter l'autre sur son droit et tout, et ne pas le prendre personnellement. Et ça s'oppose à la passivité et l'agressivité. On a des employés, par exemple, qui subissent. Quand on demande qu'est-ce que tu en penses, ils ne vont jamais dire ce qu'ils pensent. Lui, il est passif. Il est passif. Par contre, il y a d'autres, ils en ont tellement marre, quand tu leur parles, ils crient, ils se plaignent. J'en ai marre, j'en ai marre. Ils ne sont pas assertifs, ils sont agressifs. À la fin, vous voyez que ça ne résout pas les sujets. Donc, il y a d'autres qu'on ne nomme pas managers parce qu'ils ne savent pas parfois parler. La posture. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des postes, il y a des fonctions. On veut des gens qui savent quand même équilibrer le cerveau et puis le cœur. Parce que quand le cerveau et le cœur sont équilibrés, on dit qu'il a une bonne intelligence émotionnelle. Mais quand ça déséquilibre là, ça veut dire que ça veut dire que le cœur est plus que le cerveau. Donc, il prend les choses avec beaucoup d'émotion. Mais quand le cerveau domine, il prend les choses en fait sans émotion. Il est froid. Mais il est froid. Donc, vous retiendrez bien que le mot assertif, c'est le mot du jour. L'assertivité, c'est donc cette compétence, cette capacité à exprimer son point de vue sans agressivité et tout en tolérant le point de vue de l'autre, sans que cela ne crée de situations conflictuelles. Bien résumé. Bon, bien des managers gagneraient à être plus assertifs. Alors, la question suivante. Quelle est, monsieur Da, la première chose que vous regardez quand vous recevez le CV d'un demandeur d'emploi? Qu'est-ce qu'un recruteur observe d'abord avant toute autre chose? Est-ce le CV, la lettre de motivation? Bon, on en a parlé. Qu'est-ce que c'est? Bon, moi, mon expérience, je dis comment je prends un CV, ce que je regarde, il faut reconnaître, on a beaucoup de CV qu'on reçoit. Donc, ce qui peut m'amener à me concentrer sur un CV rapidement, je dis la forme. Attention, quand je dis la forme, oui, quand je dis la forme, je ne dis pas la forme au format image forcément. La forme, c'est est-ce que quand c'est bien aéré quand même, voilà, et quand c'est bien structuré, même une dissertation, quand c'est pas touffu, facilement tu peux. Voilà, c'est pourquoi je dis la forme. Je ne parle pas de forme en termes d'image. Je regarde aussi le profil. Parce que je recrute un profil. Quand je prends un CV, je veux voir d'abord c'est quel profil. Est-ce que c'est un juriste? Est-ce que c'est un... Ça me permet de dire quand c'est un juriste que je cherche et que je vois le CV, c'est juriste. Ou même j'ai un lot de CV de juristes. Quand je prends dans ma question, je cherche un juriste qui a bac plus 4. Donc je cherche déjà par présomption. Parce qu'il faut aller sur des présomptions. Le CV, c'est un document de présomption. Donc je présume. Donc je regarde déjà le profil. Je regarde le niveau que je cherche. Parce que d'abord, je ne vais pas m'épuiser à aller à chercher quelqu'un qui n'a pas le niveau d'abord. Je cherche le niveau que je cherche. Maintenant, dans ce niveau-là, maintenant, je vais regarder maintenant quelles sont les expériences dégagées. Après, quand je dis les expériences, attention. Je ne parle pas d'expérience au sens strict pour dire que 5 ans, 6 ans, 10 ans. Je parle d'expérience en ce sens qu'il peut être un étudiant, mais peut-être il est dans des mondes associatifs. Peut-être qu'il milite. Donc, je regarde ce CV. Et mieux, la formation qu'il fait, peut-être qu'il peut dessiner dans son CV des profils, comment on appelle ça, des notions qu'il maîtrise. Quand il dit des notions, il dit qu'il est juriste, il me met dans son CV droit des affaires, droit OADA, droit commercial, droit du travail. Quand je vois ça, je présume que ce dernier-là, il a des notions. Donc, c'est ces choses-là qui me tiquent. Donc, ce n'est pas une seule chose, mais c'est un certain nombre d'éléments que nous aimons appeler, quand je conseille quelqu'un sur un CV, j'appelle ça les mots-clés. Moi, c'est les mots-clés qui me tiquent. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains qui ne le mettent pas. Donc, il faut aller les chercher. C'est pourquoi ça donne plus de jobs. Un recruteur, malheureusement, les études disent que le recruteur ne passe pas plus d'une minute sur un CV. Malheureusement, c'est les études qui le disent. Avec la peine que les candidats se donnent. Avec la peine que les candidats se donnent, je le consens. C'est pourquoi il faut qu'ils se donnent une bonne peine. Une bonne peine en optimisant les informations. Parce qu'un CV, ce n'est pas au kilo. C'est ça. Un CV, ce n'est pas à la taille. Mais les informations. Alors. En droit, on le dit, il faut être clair, concis, précis. C'est ça. Il faut apprendre à optimiser les informations.
Mais dites-nous rapidement, vous avez parlé tantôt d'expérience. C'est l'une des choses que vous regardez. Je vous vois venir. Ah oui, vous me voyez venir, mais on va y venir quand même. On va échapper alors. Voilà. En fait, nous voyons des offres d'emploi de nos jours. On voit des offres d'emploi avec on va dire quoi, des exigences souvent lunaires. Quelquefois même, il m'est arrivé de voir personnellement des offres de stage où on demandait d'avoir 5 ans, 7 ans, 8 ans d'expérience professionnelle pertinente. Mais dites-moi, monsieur Da, est-ce que c'est bien sérieux de demander pour un stage à quelqu'un d'avoir de l'expérience? À quoi ça rime cette affaire? Non, je Qu'est-ce pense qui peut que... expliquer ça? Non, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. On ne peut pas demander à un stagiaire des expériences de 5 ans. On ne doit pas. On ne peut pas. Quand on le fait, c'est abusif. C'est un contrat déguisé. On ne veut pas recruter quelqu'un pour un dit stage. C'est méchant. Désolé de le dire, c'est méchant. C'est choquant. Et c'est pas parce que je suis devant, peut-être derrière une caméra, je le dis. Mais un stagiaire, on cherche quelqu'un pour le former. C'est ça. Mais après, il faut comprendre, il y a des stages pour lesquels on a besoin de quelqu'un qui a ce qu'on appelle des notions. On prend quelqu'un qui a des notions. Dans le triptyque des savoirs, il y a le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. On veut quelqu'un qui a un minimum de savoir. Imaginez, vous prenez un stagiaire qui ne peut même pas allumer un ordinateur. Vous prenez un stagiaire qui est juriste, il vient. Vous êtes juriste, il vient. Vous lui donnez un fichier. C'est-à-dire Excel même là. Il ne peut même pas avoir les notions Excel. Pour connaître Excel en notion, on n'a pas besoin de faire stage. Ça aussi, je préfère vous dire ça aux jeunes. Pour connaître Word, on n'a pas besoin de faire stage. Donc, n'attendez pas d'avoir un stage avant d'apprendre ce qu'on appelle les outils basiques. La plupart des jeunes ont des smartphones. Les smartphones qu'ils ont là, il y a ce qu'on appelle les cours gratuits. Il y a des tutorats. Ils sont forts en montage de vidéos sur TikTok et autres. Ils doivent aussi autant être forts sur les outils basiques. Quand ils ont ces outils, j'ai besoin d'un stagiaire, je ne demande pas de l'expérience, mais je veux quelqu'un qui a des notions. Je sais pas, on se comprend, hein, il ne faut pas faire la confusion. Parce que sinon, vous prenez quelqu'un qui vient, vous allez vous transformer en un maître de stage bureautique. Vous n'êtes plus juriste, vous allez lui apprendre l'informatique. Bureautique d'abord. Voilà, et attention, à un moment, il y a des objectifs. On se comprend, sinon, c'est dommage. Ces expériences, comme vous le dites, ne devraient pas être demandées. Mais après, en tout cas, personnellement, je ne suis pas de ceux-là qui devaient demander de l'expérience. Un stagiaire, 1 année, 2 ans, il gagne les 1 année, 2 ans où? Pas évident. Voilà, il faut peut-être réorienter la question et les offres pour dire on veut des stagiaires qui sont dynamiques, disponibles. Est-ce que quelquefois, ça ne voile pas aussi une lacune du service des ressources humaines de l'entreprise en question? Quand une entreprise demande des stagiaires avec expérience, on se dit c'est parce qu'ils ont peur peut-être d'échouer dans le recrutement. Non. C'est des questions qu'on peut poser, mais moi je dis non. Quand même, je n'ai pas fait toutes les entreprises du monde, mais le peu que j'ai vu, où je suis passé, et les échanges avec mes pairs et même des travailleurs, je crois que parfois, il faut voir ceux qui émettent parfois cette demande de stage avec expérience. On dit RH, mais tout le monde n'est pas RH. C'est ça. Il y a des gens qui font les activités de recrutement, mais ce ne sont pas des RH. Il y a des gens qui font des activités de ressources humaines par défaut. Parce que dans l'entité, il n'y a pas de RH, ils le font. Donc, quelqu'un a sa petite SARL ou sa petite entreprise, il n'y a pas de RH, il joue le rôle de RH. Quand il recrute, il met tous les critères dedans. Mais ce que j'appelle RH, RH de l'école RH, ils savent qu'on ne peut pas demander à un stagiaire un certain nombre d'expériences. Par contre, il y a des programmes. On veut parfois dire des stages probatoires, ou même c'est clair, certains trucs où on met des programmes, on veut des stagiaires qui ont déjà fait un stage. Je vois. C'est précisé, ce n'est pas une expérience professionnelle, mais qui ont déjà une expérience de stage. Ça, quand même, il faut le concéder parfois à certaines entreprises. Mais une entreprise qui passe son temps à demander de l'expérience, à demander, ça, non, quand même, ça tue. C'est un contrat déguisé, en fait. Merci beaucoup, ça. Donc, bon, que les demandeurs d'emploi et les jeunes aussi se le tiennent pour dire. On va les appeler même les offreurs de compétences. Les offreurs de compétences.
Voilà. C'est une belle tournure. Parce que Ça quand la met même, en situation oui, plus l'état active. d'esprit. Voilà. On peut Je pas, suis- on peut pas. Les parents peuvent pas payer des millions, des centaines de mille pour vous depuis le primaire jusqu'à Pourquoi on t'appelle l'université. demandeur à Pourquoi la on fin? t'appelle demandeur? Et une entreprise ne recrute pas un demandeur. Une entreprise recrute un offreur. Offreur d'emploi. Pourquoi? L'entreprise recrute quelqu'un qui a un profil. Le C'est profil est une compétence. On est bien d'accord. Mais attention, le mot demandeur, offreur n'est pas un mot de fantaisie, c'est pas un mot de zèle, parce que nos jeunes aussi, parfois, quand tu leur dis des trucs, ils l'entendent au premier degré. Oui. Il faut relativiser. Tout à fait. Un offreur de compétences est conscient de la compétence qu'il a à offrir. Bon, c'est vrai que l'entreprise ne vous recrute pas pour vos beaux yeux non plus. Merci. Donc, Je c'est un échange de bons procédés. Donc, Si, Armand. on va rebondir justement en parlant des jeunes ou des attitudes à avoir. Il y a une notion très importante qui prend d'autant plus d'ampleur dans le recrutement. Il s'agit du personal branding, c'est-à-dire l'art de se présenter, se vendre soi-même, ou en tout cas de parler de soi, de son activité, de ses compétences. Quels sont peut-être 2 ou 3 conseils rapides que vous donneriez à un offreur de compétences par rapport à son personal branding? Première chose, je dis aux jeunes que chercher de travail, c'est déjà un travail. Chercher de travail, c'est déjà un travail. Si je devais chercher de travail et que je suis conscient que c'est déjà un travail, je dois comprendre que chercher de travail ne veut pas dire que je dois faire pitié. Attention. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas moto, que je n'ai même pas vélo, que je dois faire pitié. L'entreprise n'est pas une association pour la plupart du temps. Ah. C'est pourquoi le conseil que je donne, je dis même si tes tenues là, c'est les dernières tenues que tu as, rassure-toi quand même que c'est propre. C'est ça. Pour être propre, l'eau, tout le monde a l'eau. J'essaie de résumer comme ça. Donc le conseil que je donne, parce que derrière le personal branding, c'est pas forcément se saper. C'est ça. Le personal branding, c'est quand même faire sortir ton authenticité en tant que toi. Tu as une marque. L'entreprise veut payer le produit, toi tu as un produit. C'est ça. Ils vont te payer. Présente-toi sur ton beau jour en te soignant. Maintenant, te soignant de sorte à être toi. C'est ça. Te soignant à ne pas être quelqu'un que tu n'es pas. Je ne sais pas si on se suit. Je vois un peu. Et dans ce sens, je dis, le jeune doit brander quoi? Ce n'est pas lui en tant que tel seulement. Il doit brander toute une chaîne. Lui, les juristes à l'université, quand on les voit, on dit voilà un juriste, sa façon de marcher, de parler, on sent déjà qu'il se comporte comme un juriste. C'est ça que je dis, la posture. Mais au-delà de la posture, il y a l'état d'esprit. Donc, l'esprit, la posture, et puis aussi, personal branding dans tout ce que tu fais, le contenu de ce que tu présentes. C'est ça. Ton CV, en fait, tout doit aller de... Le style d'expression. Voilà, tout doit aller de pair. Mais ce n'est pas forcément porter de beaux habits. Voilà, l'habit ne fait pas le moine, mais certes, il ouvre le porte du monastère. Mais je dis, c'est être soigné déjà. Un jeune qui vient chercher quelque chose et que je le regarde, il est bien soigné, il te suscite de l'intérêt. De l'intérêt. J'évite le mot saper, parce que les gens pensent qu'il faut se... Bon, c'est vrai qu'on voit souvent quelques vêtements de fantaisie aussi. Voilà. Bien On se tirés, comprend. costume 3 pièces. On se voit. Ça aussi, c'est. Voilà. Maintenant, c'est pour... un peu excessif. vous avez parlé du personal branding et de quoi encore, je ne sais plus. Mais bon, voilà. Donc, pour moi, je dis personal branding, oui, ça veut dire il faut soigner ton personnage. Mais soigner ton personnage dans toi-même, ta discipline. C'est-à-dire qu'il faut être discipliné. Discipliné parce que chercher du travail, c'est déjà un travail qui demande de la discipline, qui demande une certaine logique, cohérence. Et puis maintenant, un soin de sa personne et une estime de toi. Si tu ne t'estimes pas toi-même, tu ne suscites pas un peu de confiance dans ce que tu donnes. Exactement. La dernière question de la rubrique. En parlant de personal branding, quelles sont les attitudes, on va dire les red flags, comme on les appelle aujourd'hui, lors d'un entretien d'embauche? Les attitudes qui compromettent quasi définitivement les chances de l'offreur d'emploi de décrocher le job. Non, moi, les attitudes, je vais parler surtout. J'ai bien aimé les attitudes, le terme attitude, parce que pour moi, déjà, c'est quelqu'un qui vient en entretien, mais qui a une surconfiance en lui.
Je ne dis pas qu'il y a une confiance en lui. C'est bien d'avoir confiance en toi. Mais une surconfiance qui se matérialise comment? Tu viens, tu as une posture de Seigneur. C'est ça. La posture de Seigneur, tu viens en entretien et puis c'est toi qui es assis comme ça. On se comprend, attention. Tu viens en entretien, même si c'est vrai, on va essayer de voir si on peut t'emmener à changer ça. Mais si on se rend compte que ça fait partie de toi, mais attention. Parce que, comme j'ai dit, moi je recrute plutôt le comportement, même si pour des fonctions, il faut tenir compte de la technique. Mais si tu as la technique et que tu n'as pas le comportement, donc le comportement parfois tue certains candidats. Et comment ça tue? Leur façon parfois d'adresser des questions. Parce qu'il y a des questions qu'on pose, d'autres disent que c'est des pièges. Non. Je ne peux pas payer un produit sans forcément me rassurer de certaines choses. Donc j'ai le droit de tout demander dans la limite de la vie privée des gens. Donc un candidat qui fait montre, c'est bien d'être sûr de toi, mais je dis qu'il fait montre d'un certain zèle insultant. Après, j'aime quelqu'un qui est stressé. Moi, ce n'est pas un élément qui m'empêche de le recruter. Parce que je sais que l'enjeu joue parfois sur la tenue de l'entretien. C'est pourquoi le stress n'est pas pour moi un indicateur comment on appelle ça, pour éliminer quelqu'un. La preuve est que quand on met ça en point d'amélioration, on dit stress, mais pas bloquant. D'accord. Après, pour terminer, ce qui peut m'emmener à ne pas prendre quelqu'un, quelqu'un que je recrute quand il vient, excusez-moi, il ne connaît même pas les missions clés de la fonction pour laquelle je recrute. On a vu des gens qui viennent pour un poste, vous leur demandez, comment ils comprennent le poste. Ils ne comprennent même pas le poste. Et puis maintenant, pour finir, j'estime, et ça c'est humblement, si tu t'intéresses à moi, ça veut dire à moi en tant qu'entreprise, il faut bien t'intéresser. Quelqu'un qui vient en entretien, il sait dans quelle entreprise il vient pour l'entretien. Il n'a pas pris le temps d'avoir un minimum d'informations. C'est les activités de l'entreprise. Personnellement, ça peut ne pas être bloquant, mais face à deux candidats, celui qui a pris le soin de s'en intéresser, etc., je crois que le choix sera vite fait. Tout en réservant surtout mon point d'attention sur le comportement. Je pense qu'un recruteur disait un jour que aller pour une offre d'emploi, c'est un peu comme courtiser une femme. Oui, je le dis. Il faut au moins apprendre les b.a.-ba. Je le dis. Pas comme ça, sans information sur la cible. Sinon, malheureusement, ça ne passe pas. Et on retiendra aussi qu'il vaut mieux être un peu trop stressé, ça c'est pas trop grave, qu'avoir un excès de zèle. Oui, parce que l'excès de zèle enlève le doute en soi. Oh, Socrate, même, le doute nous permet de relativiser. C'est ça. Le doute nous permet, voilà. C'est le propre du sage de douter. Merci beaucoup. Alors que le zélé, bon, cela laisse entendre peut-être qu'il ne sera pas un employé obéissant. Peut-être pas obéissant, mais peut-être parce que d'autres viennent, ils sont surzélés dans l'intention de vouloir bien faire. Donc ils font de trop. C'est pourquoi je dis parfois dans le panel, parfois les RH ont des tips pour savoir que peut-être ce gars-là, le zèle cache un excès peut-être parfois de quelque chose. Mais c'est pas, faisons attention. D'accord. Monsieur Dan, on va aborder la dernière section de notre interview. Il s'agit de l'évolution du monde du travail, de ses défis et de ses opportunités. Alors la première question, l'entrepreneuriat, c'est une notion bien dans l'air du temps. Et qu'est-ce que vous pensez de cette tendance-là par rapport au monde de l'emploi? Est-ce que c'est bien dans la mesure où ça crée de l'emploi, ou est-ce qu'il ne faut pas non plus se leurrer sur la possibilité de tout le monde d'être à son propre service? Parce qu'on entend tout un certain nombre de personnes, que je ne citerai pas ici, qui sont les turiféraires donc de l'entrepreneuriat à tout va. Tout le monde doit entreprendre. Et qu'est-ce que vous pensez personnellement de cette affaire? Non, pour moi, l'entrepreneuriat n'est pas mauvais, c'est bon. L'entrepreneuriat, c'est une piste pour créer de l'emploi. Parce que quand tu entreprends, tu as une entreprise, tu as un business, tu peux embaucher une ou deux personnes. Déjà, même une personne, c'est bien. Moi, mon point, c'est plutôt sur est-ce que on se lève, on entreprend comme ça. Les faits ou les petites expériences nous ont montré, la plupart des meilleurs ou les grands entrepreneurs ont été salariés. Voilà, et pour moi, quand tu es salarié et puis après tu entreprends, ça veut dire que tu as joué les deux rôles. Ça te permet de comprendre, d'appréhender
de façon holistique les sujets. C'est-à-dire que tu as mis la main dans la pâte et quand tu parles à tes employés, tu comprends. Après, je ne dis pas que ceux qui sont tombés directement dans l'entrepreneuriat ne réussissent pas du tout. Je dis, mais idéalement, quand tu vas en immersion en tant qu'employé, parce qu'on en a vu d'autres qui ont tenté d'entreprendre, mais après qui ont dû laisser pour aller travailler, pour pouvoir quand même faire quelque chose et puis après aller entreprendre. Ça m'amène à dire que tout le monde ne peut pas entreprendre. Ça aussi, soyons sérieux. Tout le monde ne peut pas entreprendre, mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très intéressant et de bien. Ça peut lutter, ça lutte facilement contre le chômage, si c'est bien fait, parce qu'on embauche des gens. Parce qu'on prend le taux de jeunes qui postulent. Quand vous regardez les concours de la fonction publique, l'État seul ne peut pas embaucher. Donc voilà des pistes. En août 2024, pour 5000 postes, on avait environ 2 millions de candidats pour la fonction publique. C'est un ratio qui... Voilà, quand vous faites le ratio déjà, ça fait peur. N'en parlons pas du secteur privé, où il y a plus de 100, 200 demandes d'emploi qui ne sont pas ouvertes. On veut dire quoi aujourd'hui, quelles sont les poches pour absorber toute cette jeunesse qu'on forme là. Donc, sans passion, c'est une bonne piste, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. D'accord, nous retiendrons donc ça. Enfin, parlant de ces mutations toujours, le travail à distance, le freelancing et surtout le télétravail, dont on entend beaucoup parler, le télétravail. Qu'est-ce que vous pensez de ces mutations-là du monde du travail? Au Burkina, on a vu dernièrement une entreprise de VTC qui a ouvert ses portes, les taxis compteurs. Et bien avant, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays de la sous-région. C'est-à-dire, on doit aussi adapter notre façon de travailler parce que voici des employés qui se retrouvent dans un véhicule et pas forcément à proximité du siège de l'entreprise qui les embauche. Donc, ça amène aussi d'autres considérations. Quel est le défi d'un gestionnaire de ressources humaines par rapport à des télétravailleurs, par exemple? Le défi se situe à quel niveau? C'est, pour moi, se rassurer que celui qui est en télétravail, chacun a un cahier des charges, on va dire une fiche de poste, chacun a des objectifs. Est-ce qu'il arrive à adresser, à atteindre ses objectifs? Ça, c'est déjà l'une des questions. Mais après, ne soyons pas stressés ou choqués. Hein. Covid est venu nous montrer que le télétravail, là, c'est très important. Avec Covid, on a vu la réalité. Effectivement. Donc, bien avant Covid d'ailleurs, moi, télétravail au Burkina, il y a des entreprises qui l'ont intégré même avant Covid, 2019, au fil de l'eau, les grandes firmes. Aujourd'hui, Covid est parti, il y a beaucoup d'entreprises qui continuent le télétravail. Maintenant, l'efficacité, comment la RH gère cela, c'est de le gérer en se rassurant de ce qu'on appelle la continuité du service. La continuité du service, c'est quelqu'un qui est en télétravail, est-ce qu'il arrive à rendre ce qu'on attend de lui quand il est au bureau? Effectivement. S'il arrive à le rendre, je pense que c'est déjà le plus important. Comment faire pour s'en rassurer? Il y a des indicateurs pour le suivre. C'est simple. Maintenant, appliquer le télétravail sur des fonctions qui n'ont pas besoin. Quelqu'un qui est à la caisse ne peut pas faire télétravail. Quelqu'un, voilà, on se comprend un peu. Donc, toutes les fonctions ne peuvent pas bénéficier du télétravail. Un métier qui mérite de faire du télétravail, peut-être un développeur qui n'a pas forcément besoin d'être au bureau parce qu'il a besoin d'être concentré. Après, ça amène aussi un challenge de RH d'avoir ce qu'on appelle des expertises sur l'étude du profil des gens. Parce qu'il y a des employés, après 3 ans, 4 ans d'ancienneté, si tu veux le maintenir au sein de l'entreprise, on a parlé des leviers de motivation, il faut peut-être le mettre en télétravail. Dans la pyramide de Maslow, on a vu, il y a des gens qui ont besoin de plus d'autonomie. Ils ne veulent pas être surveillés comme des prisonniers. Ça ne coûte rien de lui dire d'aller en télétravail. Donc le télétravail, c'est un outil qui permet aussi aux entreprises de diversifier, de motiver les employés et puis même parfois d'optimiser sur certains coûts de fonctionnement. Quelqu'un qui est en télétravail parfois, il peut être en télétravail quand il est au bureau, le courant qu'il paye et que tu fais payer, etc. Donc pour moi, c'est des petits détails que j'ajoute, mais le télétravail n'est pas mauvais en soi. Mais c'est de se rassurer. Quittons les stéréotypes qui disent que quelqu'un qui a télétravail n'est pas efficace. Non, c'est un pari sur non, le télétravail. Aujourd'hui même, vous avez parlé de travail à distance. Le travail à distance aussi, c'est le télétravail. Le télétravail, aujourd'hui, il y a des fonctions pleinement télétravail. Aujourd'hui, il y a des institutions. Moi, j'ai connu un recruteur au Burkina
qui est recruteur depuis 2 ans, mais en télétravail. Il est chez lui ou à la maison et puis il fait le recrutement pour l'entreprise. Il est là, il est recruté, ils l'ont installé un paquet chez lui, il fait ses calls, il fait tout. On appelle ça les remote positions. Aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers nés par le télétravail. On recrute les gens, on dit que le type de travail, c'est remote position. Remote position, c'est le travail à distance. Maintenant, pour finir, les freelances. Les freelances, c'est les travailleurs indépendants. Aujourd'hui, je crois que c'est pas mauvais. Il soulage un peu certaines activités chez les employeurs, chez les entreprises. D'aucuns, dans le contrat de travail, le freelancing, ici on regarde le statut juridique, il y a plein de types de contrats qu'on a, mais ils se mettent parfois en tant que consultants, d'autres se mettent en tant que prestataires. Et l'élément qui différencie ces derniers-là des travailleurs, c'est le lien de subordination. Ils ne sont pas employés de l'entreprise, ils ne sont pas déclarés à la caisse par l'entreprise. Mais ces gens-là gèrent quelques activités ponctuelles au profit de l'entreprise. Dans le freelance, au profit même de quelqu'un, il s'occupe de quelque chose, il est là, il gère un pan de ton activité. Moi, je crois que ça permet de soulager et puis ça diversifie aussi les différents types de jobs. Et un RH face à cela doit apprendre à se mettre à jour, rester en alerte et puis se positionner comme un support, parce que la RH c'est une fonction support. Un support qui donne des avis aux employeurs pour voir comment on tire profit de tout ça. Le plus important, c'est comment on tire profit de tout. Tirer profit sans en être prisonnier. Parce que qu'on veuille ou pas, ces choses-là existent. Mais est-ce qu'on est en marge ou on n'est pas en marge? C'est là aussi la question. D'accord. Donc, je pense que nous sommes au bout de notre entretien. Il y a le format quiz auquel nous allons nous adonner tout à l'heure. Une série de questions où vous allez... Les petits pièges ou quoi? Oui, les petits pièges. Il fallait bien qu'on vous challenge un peu. Il y a du joker, je peux tirer un joker ou pas? Non, il n'y a pas de joker. Il n'y a pas de joker. Ok, on y va. Donc, pour l'heure, je pense qu'on va vous remercier pour votre présence, pour avoir accepté notre invitation. Et quant à nos fidèles téléspectateurs, nos abonnés, nous allons leur souhaiter plutôt de nous retrouver à différentes occasions. Au prochain épisode, nous serons avec d'autres experts, si Dieu le veut, et nous aborderons tous les sujets qui intéressent bien sûr la jeunesse et le développement des jeunes et du leadership de façon générale. Alors, nous allons passer au format quiz de cette émission. Le principe, il est simple. Je vous pose un certain nombre de questions et vous répondez par oui ou par non. Sans forcément commenter, ou alors vous y allez de votre petit commentaire si vous le désirez. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, on y va. Alors allons-y. Question 1. Lors d'un entretien d'embauche, les premiers à se présenter et les derniers aussi à passer sont avantagés? Non. Un bon entretien d'embauche peut sauver un CV moyen? Oui. D'accord. L'intelligence artificielle est l'ennemi de l'emploi? Non. D'accord. À compétence égale, l'âge est un élément déterminant dans un recrutement? Non. Et enfin, un employé épanoui est nécessairement un employé bien payé? Non. D'accord. Je pense qu'on en a fini avec le quiz. Non, ouais, même, je sais pas, c'est vrai qu'on n'y a pas de commentaires, mais commentaires, ouais, je vois que c'est des questions pièges, mais c'est bien. C'est des questions pertinentes, bravo déjà. Les gens ont tendance à dire que c'est comme quand on dépose une offre de recrutement, les premiers à postuler, c'est les premiers qui seront retenus. C'est des appréhensions. Mais le plus important, c'est de t'y prendre à temps. Les premiers candidats arrivés sont les premiers qui vont faire bonne impression. Pas forcément. Pas forcément. Les premiers ne sont pas forcément les premiers, les derniers ne sont pas forcément les derniers. Tout se joue pendant l'entretien. Parfois, le premier round, tu dis waouh. Mais quand le dernier vient, tu dis oh my God. Donc, tout est relatif. Voilà. Donc, les premiers peuvent devenir les derniers et les derniers peuvent bien évidemment passer premiers. Ça sera le mot de la fin. Et sur ces beaux mots, nous allons conclure cet entretien. En vous remerciant encore une fois, Monsieur Sylvain Da, c'est un plaisir d'être venu. Monsieur Da, rappelons-le, un expert en gestion des ressources humaines et également communicant. Il est présentement le responsable du département des ressources humaines et de la communication d'une ONG de la place et il nous a fait l'insigne honneur aujourd'hui
de s'entretenir avec nous sur des questions clés qui taraudent un peu la jeunesse ou les demandeurs d'emploi de façon générale. Et je pense que la prochaine émission va nous réserver encore beaucoup de surprises et beaucoup de passion avec notre invité qui ne devrait pas tarder, Monsieur Da. Nous espérons d'ailleurs vous retrouver un jour sur ce fauteuil. À disposition avec le même plaisir. D'accord. Alors, on va vous demander de fixer la caméra et de dire votre mot de la fin. Qu'est-ce que vous tenez à dire aux offreurs de compétences? C'est comme ça que vous voulez qu'on les appelle. Oui. 30 secondes. En 30 secondes, j'ajoute que M. Da, il est coach, conférencier, formateur certifié, il est team builder professionnel certifié, il est certifié disque et force motrice, il est consultant, promoteur d'une association. Et ce qu'il aime dire aux jeunes, c'est de leur dire que chercher du travail, c'est un travail. Et dans cette dynamique-là, tout dépend au départ de votre état d'esprit. Et sachez que, quel que soit ce qu'on va vous dire, les formations, tout ce que vous allez faire, sans que vous n'avez pas votre power bank avec vous, votre power bank, c'est votre état d'esprit. C'est lui d'ailleurs qui vous dit de prendre les choses positivement. Le reste là, ça vient après. Donc je vous invite à avoir un état d'esprit positif de quelqu'un qui sait que, quel que soit ce qui se passe, ça peut ne pas marcher aujourd'hui, demain ça va marcher. Bon courage à vous et au rendez-vous d'un contrat de travail ou d'un entretien de recrutement gagnant pour vous. Merci. D'accord. À bientôt pour une nouvelle émission et un nouvel épisode de Icône. Merci.